On va commencer. Voilà. Donc, on va commencer maintenant. Moi, je vais prendre que 2-3 minutes pour introduire, parce que c'est Olivier qui va construire tout ce webinaire. C'est lui qui va venir le présenter. Moi, Animé. je suis là pour parler des règles du jeu, pas des règles du jeu, mais un petit peu pour introduire tout ça. Donc, moi, mon nom, c'est Arnaud Velti. Je travaille avec Olivier. Principalement, je m'occupe de la partie BN Nutrition pour la partie donc des produits, mais aussi de toute l'infrastructure, du site internet, etc., etc. Et dans le cadre donc d'ici, j'aide Olivier donc en tant qu'un petit peu en tant qu'assistant pour l'aider au niveau des webinaires et toujours avec plaisir. Donc c'est Olivier qui va s'occuper aujourd'hui. Ça va durer à peu près 45 minutes et après on aura à peu près une quinzaine de minutes de Q&A, donc de questions que vous allez pouvoir poser directement dans notre chat si vous en avez. Donc n'hésitez pas à prendre des notes et à la fin de revenir avec vos questions. Comme je l'ai dit au tout début, on va commencer avec 3 questions de sondage. Ça va prendre 2 minutes et après Olivier va attaquer. Et ces 3 questions de sondage, je vais les faire les unes derrière les autres. Donc, vous allez voir apparaître une fenêtre de sondage à votre écran et le but, c'est qu'on traite de questions sur l'allergie. Il y en a 3, ça va aller très très vite. Et comme ça, après, par la suite, ça permettra peut-être de donner quelques pistes à Olivier pour venir enrichir ce webinaire. Alors, on va commencer avec la première. On démarre. Donc, avez-vous déjà souffert d'allergies saisonnières, type rhume des foins, conjonctivite? Et là, le but est de savoir si pour vous, voilà, c'est des choses ponctuelles ou c'est régulier. Voilà. Donc, un petit peu pour savoir si c'est un public de gens allergiques ou non. Alors, on voit, on a déjà à peu près 14, 5 ici, 5 là. Donc, on a 89% de participation pour le moment. Donc, c'est très bien. Donc, j'ai publié le résultat. 56%. Donc, une personne sur deux aujourd'hui qui participe a des allergies printanières irrégulières. Donc, je viens de le publier. Donc, vous pouvez voir le résultat, 53% exactement. Donc, au moins, on a une bonne idée. Ensuite, le deuxième, c'est de savoir un petit peu les symptômes que vous pouvez rencontrer, que vous ressentez le plus souvent en période de pollen pour, je crois que ça faisait un petit peu plus de 70% ou 75% de personnes qui étaient sujets à des allergies. Donc, voilà, celles et ceux qui ont déjà eu, vous pouvez nous dire plus ou moins à quoi ça, voilà, ça pouvait, voilà, on voit quand même. Principalement, c'est des éternuements, le nez qui coule, un bon tiers, les yeux qui grattent et des problèmes respiratoires pour 15% d'entre vous. Donc, je laisse encore un ou deux votants et ça se confirme, hein, les éternuements fréquents et puis le nez qui coule. Donc, c'est principalement ce qui revient. Deuxième, les yeux rouges qui grattent. Bon, ça, c'est tout à fait normal, c'est souvent lié. Et la toux sèche, les difficultés respiratoires qui viennent avec les maux de tête. Donc ça, je pensais pas pour les maux de tête. Je suis allergique aussi, mais j'ai pas ce problème de maux de tête. Ok, très bien. Et le dernier, vous voyez, ça va très très vite. Donc je le publie comme ça. Vous pouvez le voir. Je retourne à ma petite liste. Et le dernier, tout simple, quelle solution avez-vous déjà testé pour mieux vivre le printemps? Donc est-ce que vous allez sur une solution médicamenteuse, des huiles essentielles ou des remèdes naturels, un changement d'alimentation, des compléments alimentaires ou bien évidemment, peut-être pour certains d'entre vous, aucune solution pour l'instant. Donc là, ça monte en flèche. La moitié, solution médicamenteuse antihistaminique. 25% tout ce qui peut être lié à des huiles essentielles et des remèdes naturels. Seulement 8% pour le changement d'alimentation et compléments alimentaires. Donc, on voit quand même qu'il y a quand même encore des pistes. Et aussi, ça va être un des sujets ce soir de traiter de la question de l'alimentation, parce que pas que, il y a aussi des solutions, mais en partie. Et ça, c'est Olivier notre spécialiste, qui va en parler plus en détail. Alors, je vais publier maintenant, comme ça aussi, vous avez les petits éléments qui vont vous venir. Voilà. Et on revient en arrière. C'est bon.
Donc voilà, donc on a fini ce petit sondage. Je vous en remercie énormément. Et maintenant, je vais pouvoir donner la parole à Olivier. Merci Arnaud, très sympa. Arnaud qui me prépare toujours la base, hein, parce qu'il aime bien aussi revenir sur l'historique, etc. Donc ça me permet d'avoir aussi plus d'informations. Et puis après, bah, moi, je reviens sur finalement ma spécialisation qui est plus liée à la nutrition, à la micronutrition, l'hydratation, mais bien plus, et c'est ce que vous allez voir aussi ce soir. Donc, une fois de plus, je ne prétends pas du tout avoir la solution à tous les problèmes et tous les maux du monde, Dieu merci. J'ai pas du tout cette prétention. J'ai plutôt envie de vous partager ce que moi j'ai vécu en tant qu'ancien allergique à peu près à tout, et aussi en tant que thérapeute avec les solutions que j'ai pu amener à ma patientèle pour limiter, voire éliminer cette problématique qui sont les allergies. Donc, si vous êtes d'accord, je vais revenir sur un peu l'historique de ces allergies parce que il y a encore 50-60 ans en arrière, en fait, les allergies, bah, c'était vraiment des phénomènes médicaux qui étaient relativement marginaux. Donc, c'était beaucoup plus, un peu déjà lié aux saisons, mais on avait plutôt des allergies qui n'étaient pas aussi importantes qu'à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, d'après l'OMS, hein, on estime que plus de 500 millions de personnes souffrent d'au moins une forme d'allergie. Et ça, c'est ce qu'on a répertorié. On peut imaginer que c'est bien plus. Et on sait justement qu'il y a de plus en plus de gens qui ont cette problématique d'allergie. Alors ça peut passer de rhinite allergique à l'asthme, à l'eczéma, des conjonctivites urticaires, mais c'est aussi les allergies aux poils de chien, de chat, euh, etc., etc. Donc, ça ne fait que augmenter. Et cette augmentation, bah, elle est constante depuis à peu près les années 60. Hein. C'est en tout cas ce qu'on retrouve. Avec, et il faut bien le dire aussi, la densification urbaine, la pollution de l'air. On va voir que la pollution de l'air, c'est un énorme problème et que c'est une des choses qui tue le plus, hein, la pollution de l'air. Et bien entendu, et ça me parle énormément, la transformation de notre aliment avec tous ces aliments ultra transformés. Mais on parlera aussi de l'eau, hein, et tout ce qui est aussi le plastique, etc., qui va pas amener, je dirais, des choses très intéressantes à notre organisme. Et avec tout ça, ben, on va avoir un appauvrissement de la biodiversité microbienne. Et on va voir que cette biodiversité microbienne, souvent, on pense en premier lieu au microbiote intestinal, mais on pense pas assez à ce fameux microbiote buccal et aussi au microbiote pulmonaire. Et j'irai même encore plus loin maintenant, c'est un domaine qui me passionne aussi, c'est le microbiote du nez. Et oui, donc dès le moment où tout ça ne fonctionne plus très bien, ça fonctionne en cascade et la problématique part souvent déjà du nez. Hein, et quand on a des problèmes de rhume des foins, et bien évidemment le nez est directement impacté, et bien, ça va impacter la bouche, ça va impacter les poumons et ça risque d'impacter par effet cascade aussi le microbiote buccal. Mais on va revenir là-dessus durant ce webinaire. Donc là, il y a plusieurs questions qui se passent, hein, qui se posent. C'est déjà, est-ce que c'est un problème de facteur génétique ou non? Alors, personnellement, j'avais une maman qui était hyper allergique. Hein. Pour la petite histoire, ma maman, c'est quasiment, je vais dire, nourri, ou en tout cas nourri son nez aux gouttes nasales. Hein, et évidemment, elle se disait même quasiment dépendante de ces fameuses gouttes nasales. C'était aussi quelqu'un qui avait de l'asthme, comme moi j'ai pu avoir pendant aussi beaucoup d'années. Donc c'était Ventolin, c'était que des choses comme ça. Et en fait, au niveau médical, moi ce qui m'a toujours choqué, c'est que du style, oui, oui, bah, vous prenez ça, continuez. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que je pense que le cancer de la thyroïde de ma maman, qui est décédée à 67 ans de ce cancer, je pense que ça n'a pas aidé la thyroïde de prendre ces médicaments quasiment en continu. Alors, évidemment, hein, c'est sûr que
on va chercher, nous, d'autres solutions. Moi, j'ai trouvé d'autres solutions qui sont des solutions naturelles pour finalement ne plus souffrir d'allergie. Donc, je suis convaincu, et j'en suis la preuve vivante, qu'on peut venir à bout d'à peu près toutes les allergies, comme on peut tout améliorer dans son corps. Donc, le facteur génétique, certainement, il existe. On est une famille d'allergiques. Mon fils a des allergies et j'ai compris ces dernières années aussi pourquoi, et je reviendrai sur toute l'importance de la respiration par le nez et de ne pas avoir tout le temps la bouche ouverte quand on dort, etc. C'est toutes des approches peut-être moins connues, mais qui sont, à mon avis, très, très pertinentes. Donc, ces allergies, quand vous les avez vécues ou si vous les vivez, eh ben, en fait, ça vous fout en l'air la vie, pour être très, très clair. C'est un impact qui est terrible parce que moi, je me rappelle que enfant, adolescent, même jeune adulte, je me réveillais, j'avais les yeux qui étaient collés. J'arrivais quasiment pas à ouvrir les yeux. J'ai joué au tennis quand même à un assez bon niveau, mais j'ai pas mal joué au ventolin. J'étais dans les premiers dopés, peut-être, je sais pas. Toujours est-il que oui, toute cette médication, tous ces problèmes-là, je les ai vécus. Et l'asthme, c'est vraiment aussi quelque chose de très, très pénible à vivre. Et moi, je me rappelle que quand je me retrouvais dans des grandes villes, et encore il y a, je dirais, 15 ans en arrière, je pouvais passer ma nuit à quasiment suffoquer. Je n'irai jamais une fois à Paris, je l'ai donné 3 jours de formation et il y a tellement de pollution que ça avait été très, très compliqué pour moi. Donc, c'est vraiment quelque chose de pénible à vivre. Et quand c'est des allergies qui sont, je dirais, que saisonnières, bah, vous savez que vous allez souffrir pendant quelques mois. Maintenant, bah, ça commence de plus en plus tôt et ça finit de plus en plus tard. Donc, c'est aussi un vrai problème. Donc, se dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour se soigner, parce que, je le répète, la médication, c'est pas ce qu'il faudrait garder comme option sur le moyen et le long terme. On trouve d'autres solutions. Et là, c'est là que on a commencé à proposer, comme l'a dit avant Arnaud, des antihistaminiques, des corticoïdes, des bronchodilatateurs. Ça doit être vraiment des solutions qui sont des solutions ponctuelles. On ne peut pas se dire qu'on va prendre ça toute notre vie parce que on va effectivement certainement amener d'autres soucis de santé avec ça. Donc moi, mon approche, elle reste une fois de plus globale, elle reste holistique et elle reste aussi accessible à chacun. Et si on revient aussi sur d'où peut venir cette augmentation des allergies, on en a parlé avant aussi avec Arnaud, parce que la fameuse théorie hygiéniste, hein, elle a été proposée dans les années 80, qui suggère que le manque d'exposition à certains microbes durant l'enfance, du fait d'une hygiène excessive ou d'une trop faible variété environnementale, va déséquilibrer le système immunitaire, parce qu'on revient presque toujours sur ce fameux système immunitaire qui est fragilisé. Et on va comprendre aussi que les 3/4 du système immunitaire est produit par le système nerveux entérique, par l'intestin. Donc, une fois de plus, on va revenir sur le microbiote, sur la diversité de ce fameux microbiote intestinal. Puis après, on va remonter sur les autres microbiotes. Mais donc, on se rend compte que oui, on a ces problèmes immunitaires parce qu'on pourrait avoir presque trop d'hygiène, hein, quelque part. Donc ça, c'est une hypothèse. Et comme je le disais avant, Arnaud, moi, j'ai vécu à la campagne dans le Jura depuis quasiment tout petit et j'ai eu toujours des allergies. Donc, en ce qui me concerne, aussi, j'allais travailler à la ferme. On était beaucoup au contact avec tout, que ce soit avec les animaux, que ce soit avec les foins, avec ça. Moi, j'adorais jouer dans la terre. On était beaucoup dans la terre. On jouait beaucoup dehors et ça ne m'a pas empêché d'avoir énormément de problèmes allergiques. Et soit dit en passant, et je suis quand même très surpris encore à l'heure actuelle, quand je vois des gens qui ont des problèmes d'allergie ou des problèmes d'acné importants, des boutons aussi qui ont dans le dos, etc., et qui me disent qu'ils boivent tous les jours du lait. Et pour moi, en fait, c'est un peu acté qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont une vraie problématique liée au lactose,
mais pas quand il est fermenté. C'est vraiment de boire du lait et que ça, c'est déjà la base. Et moi, je me rappelle que je buvais, alors, enfant, tous les jours du lait et plutôt 2 à 3 fois par jour. Et puis après, en tant que jeune sportif, j'adorais ces yoga drinks, ces trucs à la mandarine et tout. Et je pense que je m'en buvais en tout cas 1,5 litre par jour. Et c'est évident que ça n'a pas dû aider de boire autant de ces produits-là. Donc voilà, ça c'est ceci que personne n'y avait pensé à l'époque. Maintenant, je suis surpris, ou peut-être parce que je suis dans ce domaine depuis un moment, que je pense que tout le monde devrait être au courant. Mais je trouve encore surprenant que une des premières choses à arrêter, c'est de boire du lait. À mon humble avis, en tout cas, je ne sais pas si le groupe pourra peut-être aussi dire ce qu'ils en pensent. Mais si pas tout le monde est au courant que c'est une des premières choses. Moi, j'ai souvent des jeunes, aussi de chez jeunes sportifs, qui sont bourrés d'acné, et puis oui, ils boivent du lait tous les jours. Donc voilà, on peut quand même imaginer que ça leur fait pas du bien. On est bien d'accord. Puis après, alors vous avez ce qui est venu très à la mode, c'est la désensibilisation qui est apparue dans les années 70. Mais alors ça, de nouveau, c'est des traitements. Alors, ça marche pas toujours non plus, et c'est long et c'est très fastidieux. En tout cas, ceux qui l'ont fait le disent. Et en plus, ça n'a pas toujours les résultats qu'on peut espérer. Donc voilà. Donc, comment on peut limiter ces problèmes d'allergie, que ce soit rhume des foins, les problèmes d'acariens, tout ce qui est poils de chien, de chat, tout ce qui est lié à l'asthme, c'est ce qu'on va essayer de apporter quelques solutions, ou en tout cas des débuts de solutions pour limiter cette problématique. Et après, je veux quand même revenir sur l'histoire de la pollution, parce que la pollution tue, en dehors de détruire notre écosystème, la pollution tue et représente 20% des décès dans le monde. Donc, il y a une étude qui date de 2020, qui a été menée par des chercheurs d'Harvard, donc ça doit être sérieux, qui dit que 9 millions de personnes sont mortes prématurément en 2018 à cause de la pollution de l'air. D'accord ? Donc, c'est quand même un truc de fou. Donc, dès le moment où votre système immunitaire est fragilisé, les risques d'allergie vont augmenter. Il faut savoir que 90% donc, de ce système immunitaire est produit par le système nerveux entérique. Donc là, on peut aussi imaginer, moi qui ne suis pas un pro du masque, et ce n'est pas le propos ce soir, mais on peut effectivement imaginer que les personnes qui vivent en ville et qui respirent par la bouche vont amener un désordre encore plus important au niveau du microbiote intestinal. Donc pour moi, il y a une étroite communication donc, entre le microbiote intestinal et les muqueuses respiratoires. C'est l'axe intestin-poumon. Et ça fait que depuis à peu près 15 ans qu'on sait que notre microbiote pulmonaire n'est pas stérile. Donc, notre microbiote pulmonaire contient aussi, nos poumons contiennent aussi justement des bactéries. Alors, moins que dans le microbiote intestinal, mais il en contient. Et ça montre à quel point c'est important de pouvoir avoir des poumons qui contiennent des bonnes bactéries aussi. Donc, avec l'alimentation qu'on a à l'heure actuelle, l'alimentation moderne, déjà, elle est hyper pro-inflammatoire parce que, comme on a dit avant, elle est très, très, je dirais, transformée, voire ultra transformée. En plus, on sait que les sucres, c'est un énorme problème. On sait aussi que les personnes qui doivent malheureusement subir une chimiothérapie, eh bien, ces personnes-là, quand on leur enlève tous les sucres, on aura encore plus d'effets parce que la prolifération des cellules cancéreuses ne se fait quasiment pas. Donc, voilà, alimentation ultra transformée, beaucoup trop de sucre, ces choses-là ne vont évidemment pas aider. Ça, c'est bien clair. Donc là, on va aussi revoir ça. Et puis après, on a aussi tout ce qui est lié aux graisses hydrogénées. Je ne parle même pas de produits comme le fameux Nutella et compagnie, parce qu'on sait à quel point on va retrouver de l'huile de palme. On va retrouver aussi dans presque tous ces produits des additifs. On va retrouver des colorants. Et ça, c'est toutes des choses qui vont
évidemment avoir un impact sur notre santé, mais aussi sur notre microbiote et par effet rebond sur les risques d'allergie. Donc, tous ces aliments, souvent, ils sont pauvres en micronutriments essentiels, hein, les vitamines, les minéraux, les antioxydants, justement. Et puis, on va se retrouver avec des gens qui sont dans un état inflammatoire, qu'on appelle de bas grade, hein, mais qui sont vraiment propices au déséquilibre du système immunitaire. Donc, il va falloir renforcer absolument le système immunitaire. Et là, on va revenir aussi après sur le système immunitaire. La base, c'est un sommeil qui doit être un sommeil qui est de qualité, qui est reposant, parce que si vous êtes fatigué, eh ben, naturellement, votre système immunitaire va être aussi fragilisé. Ça, c'est clair. Et puis après, on a une autre chose, et on revient toujours aussi sur cet aspect-là qui est important, c'est le stress chronique, hein, parce qu'on est dans une société où même les enfants, de plus en plus jeunes, sont stressés. En fait, tout le monde devient beaucoup trop stressé, et on peut parler du stress comme d'un amplificateur silencieux, et puis que ça va aussi impacter évidemment la réponse immunitaire. Donc, on va produire souvent trop de cortisol et naturellement, on va augmenter les cytokines qui sont pro-inflammatoires et puis on va fragiliser la barrière intestinale, la barrière respiratoire, mais aussi la barrière cutanée. Et évidemment, on se fragilise de manière générale. Donc, ce qu'il va vraiment falloir comprendre, c'est qu'il faut commencer par réduire la charge inflammatoire. Et pour moi, là, la première chose à penser, c'est cette problématique liée à la respiration. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le nez, on a suffisamment de filtres pour ne pas laisser passer des choses qui n'ont rien à faire à l'intérieur de notre corps, ce qui n'est pas du tout le cas dans la bouche. Et moi, je donne souvent le cas, encore à l'heure actuelle. Moi, je revis depuis plusieurs années sans allergie. J'étais même devenu allergique au vin blanc, ça c'était le pire. Et donc, à quelque part, quand je vais faire du sport, euh, généralement, j'essaye, quand c'est la période comme maintenant, avec la nature qui s'est bien réveillée et les allergies qui sont de nous plus là, de respirer que par le nez. Et je vois très bien, si je vais faire un tour en VTT d'1 heure et demie, je respire que par le nez. J'ai jamais les yeux qui coulent, j'ai aucun problème, j'ai pas de problème d'éternuement ou quoi que ce soit. Et dès le moment où je fais un tour où je vais respirer en grande partie par la bouche, alors là, de nouveau, ça devient un peu plus gênant, voire même très gênant. Donc, il faut vraiment comprendre que le nez, c'est la base et que c'est exactement la même chose quand vous dormez. Il faut absolument trouver une solution pour dormir la bouche fermée. Je donne toujours l'exemple de mon fameux scotch qui aide, je ne dis pas que c'est la seule solution, à dormir la bouche fermée. Moi, je suis quelqu'un qui a depuis tout enfant dormi la bouche ouverte. Et je me disais, mais c'est fou, j'ai toujours aussi beaucoup de courbatures, etc. Alors, j'ai toujours fait beaucoup d'entraînement, beaucoup de sport. Je pense que j'étais quand même assez bien suivi. Et quand j'ai lu ce fameux livre de James Nestor, j'ai compris tellement de choses. Et moi, j'ai compris aussi des choses par rapport à mon fils, parce que quand on a des enfants allergiques, bah, les pauvres, ils souffrent aussi, donc on souffre avec eux. Si on les aime, normalement, c'est comme ça. Et, et moi, j'ai un fils qui a aussi dormi, enfant, toujours la bouche ouverte. Donc, quand tu dors la bouche ouverte, en fait, tu fais que d'amener des mauvaises choses au niveau du microbiote buccal. Et puis, le grand risque, c'est qu'à un moment donné, si le nez est tout le temps bouché, eh bien, on va utiliser des médicaments. Et puis, on va éliminer une bactérie qui s'appelle la lugdumine, qui est quelque chose de très, très important de le nez, qui permet justement de bien filtrer ce qu'il y a à filtrer, d'amener de l'oxygène de qualité dans les poumons. Et après, les poumons vont pouvoir rediffuser correctement dans tout l'organisme l'oxygène. Donc, je veux dire, se nettoyer le nez avec une solution saline,
régulièrement, et pas que en période d'allergie, comme on se nettoie les mains, hein, eh bien, ou comme on se brosse les dents, ça devrait être un geste, je dirais, bicotidien. Et de bien entretenir son nez, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Et moi, bah, ça fait pas longtemps que finalement que j'ai compris tout ça, et ça aide énormément, énormément. Et la case médicaments, parfois, elle est une fois de plus nécessaire, mais il ne faut pas qu'elle perdure. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. C'est pas comme ça que vous allez régler votre problème. Clairement pas. Donc, vraiment, tenir compte de la respiration, de respirer aussi bien inspirer qu'expirer le plus possible par le nez. Dès le moment où vous faites un effort qui est trop intense, évidemment, vous allez devoir respirer, prendre votre souffle par la bouche. Mais si vous êtes allergique et que c'est la période de floraison, bah, je vous conseille de diminuer l'intensité et de faire tout avec une respiration nasale. Je pense que c'est vraiment quelque chose de super, super important. Et vraiment, prenez soin de votre nez. C'est quelque chose d'absolument essentiel. Voilà, ça c'est la première chose. Puis après, au niveau de l'alimentation, l'idée, c'est vraiment de limiter les aliments pro-inflammatoires. Et comme je l'ai dit, bah, on va retrouver très souvent des sucres rapides, donc que ce soit glucose, saccharose, tous les sirops industriels qu'on peut retrouver, hein. Après, bah, tout ce qui est aussi, on retrouve ça dans les pâtisseries, les sodas, bah, tous les produits transformés. Et là de nouveau, c'est pas si compliqué de manger des produits non transformés. Il faut peut-être apprendre à lire les étiquettes. Si vous ne savez pas les lire, bah, vous allez utiliser une application comme Yuka qui donne quand même les additifs alimentaires. Peut-être aussi se former un peu là-dessus. Bah, dans les différents livres que j'ai écrits, j'en parle régulièrement pour ne pas se faire avoir, parce que maintenant, ça devient compliqué de lire certaines étiquettes, pour manger des aliments qui ne sont pas transformés. Et puis après, vous avez les farines blanches, aucun intérêt. Les céréales ultra raffinées, aucun intérêt. C'est pauvre en fibres, ça a des index glycémiques hyper élevés. Donc, de nouveau, ça va nous faire du mal, clairement. Après, on a aussi quelque chose de très, très intéressant. C'est tout ce qui est en relation avec les graisses, hein, parce que on a beaucoup, beaucoup d'huiles qui sont riches en oméga 6. Alors oui, on a besoin d'oméga 6, mais le ratio oméga 3, oméga 6, ça devrait être 1 oméga 3 pour 4 oméga 6, et on est à 1 et à 25 à peu près. Donc on a beaucoup trop d'oméga 6 dans notre alimentation, et là on revient sur une problématique anti-inflammatoire. Donc très souvent, dès le moment où on augmente les apports en oméga 3 de type EPA, DHA, donc idéalement, on va retrouver ça dans les bonnes huiles, on va retrouver ça, là c'est plutôt l'EPA, le DHA ce sera plutôt dans les produits de la mer, eh bien on aura un effet anti-inflammatoire avéré, et ça marche super bien. Donc ça veut dire que moi j'ai beau manger de la sardine régulièrement, et des anchois, etc., puis utiliser des bonnes huiles, je me complémente encore en krill, et je pense que le krill est particulièrement intéressant aussi par rapport à ça. Et dernièrement, je partageais un peu tout ça avec une personne du domaine de la micronutrition, et elle me disait, cette personne, que au niveau aussi de la peau, au niveau de l'acné, elle avait vu qu'en complémentant ses clients avec les oméga 3, elle avait des résultats qui étaient assez bluffants. Mais on revient toujours sur cette problématique inflammatoire. Et l'inflammation, hein, c'est pas quelque chose d'anodin. Moi, quand je vois sur ma machine multiscan trop de stress oxydatif, de l'inflammation, je suis jamais très à l'aise avec ça, parce qu'on sait que inflammation égale infection, apoptose, donc risque de mort cellulaire, même si certaines fois il en faut, hein. Et puis après, vous augmentez tous les risques, hein, les risques que ce soit de cancer, d'AVC, de crise cardiaque, de diabète. Donc c'est pas anodin de faire de l'inflammation, d'accord? Et moi, j'ai toujours en tête ma maman que je chérissais et qui a été certainement dans un profil inflammatoire quasiment toute sa vie, avec ses allergies qui étaient très, très importantes pour elle. Voilà.
et qui n'ont pas été soignés à la base. Et ça, c'est toujours le gros problème. Donc, faites attention, évidemment, toujours aussi, je reviens à l'alimentation, aux colorants, attention aux exhausteurs de goût, aux épaississants. Donc, on sait que tout ça a un impact catastrophique sur la perméabilité intestinale et la flore bactérienne. Et je suis quand même toujours surpris de voir que certains médecins préconisent de prendre du coca zéro aux personnes qui ont, par exemple, des problèmes de diabète, du style, non, non, mais il n'y a pas de souci parce qu'il n'y aura pas de problème de glycémie. Non, il n'y aura pas de problème de glycémie, mais ça va amener des désordres sur le microbiote. Or, non seulement aussi buccal, évidemment, parce que ce coca, il va entrer dans la bouche, mais bien entendu, par la suite, il y aura un impact sur la muqueuse intestinale, il y aura un impact sur tout ce qui est lié à l'intestin. Donc, quand j'entends, une fois, j'avais fait un podcast sur le Coca Zéro et j'avais fait, je crois, plus d'1,8 million vues. Je m'étais quasiment fait menacer de mort, enfin des trucs hallucinants. Et j'avais eu un nutritionniste français qui m'avait dit que, au niveau scientifique, il n'y avait pas de consensus sur le fait que le Coca Zéro était mauvais. Donc, comment on peut imaginer qu'un produit comme les sodas, toutes ces boissons-là, sont pas mauvaises. C'est juste ridicule à un moment donné. Et c'est là où il faut quand même un petit peu réfléchir et faire preuve d'un tout petit peu de bon sens. Donc pour moi, dans les micronutriments qui jouent un rôle fondamental dans la réparation des muqueuses et qui ont un effet aussi clairement avéré au niveau des allergies, eh bien, on a déjà la vitamine D, qui est plus qu'une vitamine, c'est une hormone. Il y a des études passionnantes qui ont été montrées que par rapport même à la sclérose en plaques, eh bien, vous avez des personnes, des rémissions, quand vous augmentez vraiment la vitamine D, qui va être peut-être à 200-300% de ce qui est proposé, vous avez quasiment une rémission de cette sclérose en plaques. Donc la vitamine D, je dirais qu'en hiver, il faudrait se complémenter systématiquement. Et puis, dès le moment où il commence à faire plus beau, il faut absolument aller dehors. Et puis, sinon, vous pouvez aussi manger le matin du pain au levain avec du beurre et puis un œuf, parce que tout ça, on va retrouver de la vitamine D et vous allez déjà aussi faire quelque chose de bien. Mais les 3/4 de la vitamine D provient de la lumière du soleil. Et donc, ça, c'est vraiment important d'en consommer assez. Puis après, comme je l'ai dit avant, on a aussi tout ce qui est en relation avec les oméga 3, EPA, DHA. Donc EPA, je répète plutôt les huiles, il faudra en consommer tous les jours, que ce soit de l'huile de caméline, de l'huile de colza, de l'huile de chanvre, de l'huile de lin. Là, on est sur des huiles quand même particulièrement intéressantes. Et puis le DHA, c'est plutôt les poissons, les petits poissons gras ou le krill, c'est toutes petites crevettes. Ça, c'est les baleines qui en mangent beaucoup, mais il y en a vraiment beaucoup encore de ce krill. Donc, ça, on risque pas d'être en manque de krill prochainement. Et puis, aussi très intéressant, le zinc. Et le zinc, en fait, c'est aussi un cicatrisant très intéressant. Les gens qui cicatrisent pas très bien, c'est aussi souvent un problème de zinc. Les gens aussi qui ont des problèmes d'appétit, ça peut être des carences en zinc. Donc, quand on a des allergies, ça serait quand même intéressant aussi de voir si on n'a pas une carence en zinc, parce qu'il y aura un impact direct aussi sur le système immunitaire. Alors, le zinc, on en retrouve aussi pas mal dans les oléagineux. Moi, j'ai toujours mes oléagineux ici. Je suis complètement fan de ça. Une bonne poignée d'oléagineux par jour, c'est que du bonheur. Et évidemment, c'est pas des oléagineux où on a rajouté du sel, etc. Bio, j'achète ça dans les magasins qui vendent ça en vrac. Voilà. Et le magnésium, alors le magnésium, on pourrait quasiment complémenter tout le monde en magnésium, mais l'idée, c'est de trouver surtout une alimentation qui soit riche en magnésium. Et là, ça aura aussi un impact très intéressant parce qu'on sait que le magnésium, il va réguler la libération de l'histamine. Donc, ça va jouer un rôle important. Et puis, dans les super antioxydants, il y en a un qui est tout simple, c'est la vitamine C. La vitamine C,
Alors là, c'est aussi intéressant parce que la vitamine C, ça, vous ne pouvez pas faire de stock de vitamine C. Ça, il faut bien le comprendre. Il y a des choses, on peut les stocker, d'autres choses, on ne peut pas. La vitamine C, on ne peut pas la stocker. Donc, la vitamine C, il faudrait en prendre quasiment, en avoir à tous les repas. Et moi, pour avoir trouvé la bonne solution par rapport à ça, c'est les légumes fermentés qui sont riches en vitamine C. Et là, je pense tout particulièrement à tout ce qui est à base de choux et le kimchi. Moi, j'essaie d'avoir systématiquement, le matin, j'ai mon petit jus de citron curcuma. Je reviendrai quand même sur le curcuma parce que c'est un anti-inflammatoire tellement exceptionnel que ce serait dommage de s'en passer. Mais le matin, de faire curcuma citron, vous faites déjà quelque chose de bien. Et puis après, d'avoir régulièrement, finalement un condiment, d'avoir vos légumes fermentés riches en vitamine C, c'est vachement important. Et puis, vous pouvez tout fermenter. Puis là, on revient sur aussi la belle saison. Donc, on va retrouver aussi des légumes et surtout des fruits qui contiennent la vitamine C. Il y a l'acérola aussi qui est très, très riche en vitamine C. Mais pensez que vraiment, il faut en consommer. Il faudrait en avoir un peu tout le temps sur chaque repas. Et ça va aussi avoir un impact très, très intéressant. Donc là, on peut faire des choses assez simples qui fonctionnent bien avec ça. Et puis, après, on peut rajouter aussi tout ce qui est des herbes fraîches, hein, de noix. Ce sera de toute façon en plus. Par exemple, le persil, qui est très riche aussi en fer, qui est assez intéressant. Après, en matière d'antioxydants, moi, je suis un grand fan, et ça, je pense que ça fait maintenant, je pense, 18-20 ans que je prends quotidiennement de la spiruline. Et ça a été quelque chose, je pense, qui m'a aussi beaucoup aidé à mettre un terme à ces allergies parce que en matière d'antioxydants, on est à travers le pigment qui s'appelle la phycocyanine sur quelque chose qui agit sur la superoxydismutase, qui est un des deux principaux boucliers de l'inflammation dans le corps. Et ça, c'est super intéressant. Le deuxième, c'est la GPX, c'est le glutathion peroxydase. Donc ça c'est aussi des possibilités vraiment d'agir soit sur la SOD, soit sur la GPX, et on va limiter l'inflammation. Mais de nouveau, je répète, il faut toujours revenir aux choses de base. C'est déjà la respiration. Après, c'est aussi ce qu'on boit, hein, parce que là, on peut aussi se poser les bonnes questions. L'eau qu'on boit, si on ne la filtre pas, elle ne va pas nous faire du bien, à moins de vivre en vallée à certains endroits où les gens ont l'eau de la cascade. Mais l'eau du lac, l'eau qui n'a pas été bien filtrée, c'est une eau qui contient plein de résidus, qui contient aussi certains anti-inflammatoires, qui va contenir plein de choses dont notre organisme n'a pas besoin. Et là, il faut aussi faire attention à la qualité de l'eau que vous buvez quotidiennement. Puis après, l'eau en plastique, évidemment, le plastique, comme tout le monde sait, c'est pas non plus quelque chose de très recommandé, alors qu'on a déjà du plastique à peu près partout. Donc, c'est là où il faut commencer à réfléchir sur des choses assez essentielles, finalement. C'est l'oxygène, hein. Alors, l'oxygène de qualité, bien filtré. Puis après, c'est l'eau. C'est le constituant essentiel de nos cellules. Ça reste l'eau. Et que cette eau soit de qualité, c'est aussi super important. Et elle n'est pas forcément de qualité. Comme je dis toujours, l'eau potable, ça veut dire potable. Ça ne veut pas dire qu'elle est bonne, qu'elle est saine. Hein, si je dis toujours, si je te dis que ton travail il était potable, ça ne veut pas dire que c'était bien. Hein. Je disais ça l'autre jour à un chirurgien, tu vois, je lui dis, si je dis, aujourd'hui, ton opération, ce que tu as fait, c'était potable. Je ne sais pas s'il sera content. Et le patient non plus. Donc, c'est vraiment tenir compte aussi de la qualité de l'eau. Et dimanche, je ferai un post là-dessus parce que moi, depuis que j'ai investi dans une machine qui rayonnise l'eau, j'ai des résultats incroyables que j'ai jamais eu auparavant sur tout ce qui est lié à mes organes internes, tout ce qui est lié à l'équilibre acido-basique, parce que quand vous êtes dans l'acidité, quand vous êtes dans beaucoup trop d'acidité, vous êtes dans l'inflammation aussi. Donc ça, faut vraiment, vraiment comprendre ça. C'est vraiment, je pense, quelque chose de super important à comprendre. Et puis après, on arrive gentiment à ce fameux
microbiote intestinal, hein, c'est quand même 70 à 80% des cellules immunitaires du corps. Ça correspond quand même à une plus grande interface entre l'environnement extérieur et l'intérieur du corps, hein, c'est un truc de fou, est produit par le système nerveux entérique. Et il y a quelques années, je suis tombé sur ce livre-là du docteur Bruno Donatini, hein, qui est quand même gastro-entérologue, hépatologue, diplômé en cancérologie, immunologie, ostéopathie et médecine anti-âge, ça va. Et lui, il dit un truc assez amusant, et même si parfois je trouve un peu extrémiste ce qu'il raconte, mais il dit ça sert à rien de s'intéresser à la fosse septique, c'est-à-dire l'intestin, si on ne connaît pas l'état de propreté de la cuisine, c'est-à-dire la bouche. Logique, d'accord? Et que lui va jusqu'à dire que donner des probiotiques, c'est une aberration. Alors, moi, les probiotiques, je veux dire, avant que je connaisse cette autre manière de travailler, une fois que j'avais trouvé les bonnes souches de bactéries, ça a changé ma vie. Moi, je dis toujours à Arnaud, puis à mes clients, patients, nous, on vend des probiotiques, ils vont très bien chez certaines personnes, moins chez d'autres. Moi, je ne prends pas les probiotiques qu'on vend. Moi, je prenais le Lactibia de référence parce que c'était des souches qui me convenaient parfaitement. Donc là, une fois de plus, on voit que c'est très personnalisé. Peut-être que maintenant, typiquement, Pilège a sorti un probiotique buccal, bucco-dental, parce que ils ont compris effectivement que la problématique pouvait partir du microbiote buccal. Et peut-être qu'on pourra bientôt, en guillemets, sniffer des bactéries pour ramener cette fameuse lugdumine, ramener les bonnes bactéries aussi déjà dans l'intestin. Donc voilà, on est en train de remonter la pente. Et grâce à ça aussi, on comprend de plus en plus que si on n'a pas une vision holistique et globale de la santé, en fait, on ne règle rien. Hein, c'est toujours mettre un emplâtre sur une jambe de bois, ça ne va pas fonctionner. Alors que nous, notre vision, c'est aussi la vision que j'ai à travers BN Nutrition et puis que Arnaud a aussi, c'est cette vision de prendre la personne dans son ensemble et lui amener des solutions globales et non pas juste sur le court terme. Même si parfois, évidemment, quand tu as une crise d'asthme, tu es bien content d'avoir un bronchodilatateur, c'est bien clair. Donc là, de nouveau, avoir une consommation suffisamment en fibres, hein, les fibres finalement, c'est des prébiotiques. Les prébiotiques vont se transformer en probiotiques et on a très très souvent des gens qui sont, mais presque tout le monde, est carencé en fibres. Ça, c'est quasiment clair et net. Donc légumes, fruits, légumineuses, céréales au moins semi-complètes, les graines, voilà. Après, moi, je suis un aliment, je suis un fan des aliments fermentés, clairement. Donc, d'avoir un peu tous les jours des légumes fermentés. Alors là, il y a des gens qui vont vous dire oh, oui, mais si on fait déjà trop de fermentation. Non, pour moi, le problème, il est si ça fermente dans l'intestin, ça crée cette problématique. Typiquement, si vous mélangez des céréales avec certains types de fruits, comme la pomme, la poire, des choses comme ça créera de la fermentation. Par contre, si l'aliment est déjà fermenté, il va amener des bonnes souches de bactéries. Après, de nouveau, il ne faut pas commencer à manger un demi-kilo peut-être de kimchi d'un coup. Il faut y aller progressivement. C'est toujours la même chose. On revient sur l'histoire du bon sens. Et puis après, alors limiter les aliments qui déséquilibrent. Alors typiquement, on a parlé du sucre, des sucres raffinés, mais on doit aussi parler de l'alcool. L'alcool, évidemment, ça fait du mal. Ça fait du mal pas qu'au foie, mais ça fera du mal à la muqueuse intestinale et ça fera du mal à notre microbiote. Ça, c'est certain. Et c'est exactement la même chose avec le café. C'est toujours la dose qui fait le poison. Donc, quelqu'un qui est fatigué parce qu'il a son rhume des foins et puis toute la journée, il se boit des cafés pour tenir le coup, puis le soir, il en a tellement marre qu'il boit une demi-bouteille de rouge. Vous pouvez bien imaginer que son foin ne va pas être reposant, ça devient un cercle vicieux. Et ça, c'est un vrai problème. Puis après, comme il y a de plus en plus de problématiques d'allergie, hein, il y a les problèmes liés au FODMAP, donc des gens qui ne digèrent pas certains types de sucre. Il y a le fameux gluten. Hein. Alors moi, j'étais clairement, pendant des années, je n'ai plus mangé de pain
avant de connaître la boulangerie Gerbervis à Yverdon, où là, on a discuté. Il m'a dit, mais écoute, goûte nos blés, c'est des anciens blés. Tout est avec une fermentation naturelle, hein, avec des levains chefs, et regarde. Et moi, je peux vous manger maintenant 300, 400, 500. J'ai poussé une fois le vis jusqu'à 500 grammes de pain. Et le lendemain, je vous fais ce que j'appelle le caca kousmine, hein, le caca parfait. Donc, c'est bluffant de se rendre compte que si, typiquement, je mange un ballon industriel, je vais être ballonné, c'est typique, mais directement, dans les 10 minutes. C'est un truc de dingue. Alors que sinon, non. Sinon, aucun problème. Donc, une fois de plus, la qualité des produits va faire la différence. Ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, de super, super important à comprendre. Et puis, je ne peux pas ne pas parler des œufs de caille, hein. Ça, c'est pas possible parce que j'ai pris une petite boîte d'œufs de caille, là, ça, c'est un aliment exceptionnel. Et dans le dernier Sport et Vie, justement, il y a tout un article là-dessus. Et on sait ça depuis des années, hein, que les œufs de caille contiennent. Alors, déjà, ce n'est pas la même famille, les œufs de caille, que les œufs de poule, hein, au niveau de ces volatiles. Et en fait, on retrouve des ovomucoïdes dedans qui ont un effet anti-allergique avéré déjà du temps des Romains, du temps des Égyptiens. C'était utilisé contre l'asthme. Et en fait, ils ont essayé de réutiliser ces fameux ovomucoïdes pour en faire des médicaments, mais ça ne marche pas. Et ça, je trouve aussi intéressant parce que on se rend compte qu'on aimerait prendre juste une substance et puis dire, tiens, on va en vendre des médicaments. Non. Alors que les gens qui mangeraient pendant les 2 ou 3 mois d'allergie, de rhume des foins, allergie saisonnière, 6 œufs de caille par jour, risquent, ou plutôt auront la chance certainement, de diminuer, voire d'éliminer ce problème d'allergie. En fait, une fois de plus, tout est dans la nature. Donc ça, avec du curcuma, qui a un effet aussi incroyable via la curcumine, qui, à mon avis, est mieux assimilée sous la forme liquide. Là, nous, on a eu 2-3 soucis avec le curcuma et là, on a trouvé la version ultime pour moi parce que on retrouve quand même maintenant le poivre aussi dedans, un curcuma de qualité, etc. Et ça, ce qui est bluffant, non seulement au niveau des allergies, mais au niveau des arthroses, les problèmes d'arthrose, la plupart des gens qui prennent ça régulièrement n'ont plus de douleur. Et il faut juste essayer. Et quand les gens vous disent non, mais de toute façon, la curcumine ne passe pas, etc., mais ça me fait bien rire. Essayez. Et après, vous regarderez. C'est exactement la même chose avec les problèmes du cartilage qui ne se refait pas. Non, le cartilage peut se refaire. Donc, voilà, on a des solutions qui sont des solutions naturelles. La caméline, justement, c'est aussi une huile qui est vraiment riche en oméga 3 et qui a un profil vraiment hyper intéressant pour moduler l'inflammation. Super intéressant. Le gingembre, ça reste aussi quelque chose de super intéressant. Et puis là, on arrive à la période des petits fruits rouges, hein, qui sont bourrés de polyphénol et de quercétine. De nom, c'est un flavonoïde qui a des propriétés anti-inflammatoires et antihistaminiques extraordinaires. Donc, c'est tout des choses que vous pouvez rajouter au quotidien. Donc, entre votre kimchi, vous faites vos petits mélanges et puis vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez diminuer ces problématiques. Entre enlever toutes les saloperies qu'on peut retrouver dans son alimentation et dans sa boisson, etc., plus d'autres aliments qui vont être très, très intéressants à rajouter, on va pouvoir avoir un vrai plus. La vitamine A aussi, hein, via le bêta-carotène, on sait qu'il y a une régénération de des muqueuses intestinales. Eh bien, moi, là, j'en ai trouvé chez Fermentiera, c'est aussi un partenaire où ils font une carotte fermentée, carotte à la marocaine fermentée, mais c'est extraordinaire, c'est des produits. Voilà, moi, je me suis habitué à manger ce type d'aliments et maintenant, j'ai du plaisir. Et autre chose intéressante, hein, c'est le collagène. Alors, bientôt, on aura sous BN Nutrition qu'on l'espérait, hein,
l'annonce en primeur, collagène hydrolysé, parce que sinon il va pas entrer au niveau des cellules. Hein. Et là aussi que ce collagène hydrolysé, il participe à la reconstruction des jonctions serrées des intestins. Donc, super intéressant aussi d'avoir ce genre de choses. Donc voilà, après, bah, y a plein d'autres choses. Il y a des gens qui vont aller sur le desmodium, le chardon-marie, l'artichaut, ça c'est plutôt aussi par rapport au foie. Voilà, il y a plein de possibilités. Ça c'est clair. Donc vraiment, faites attention à ça. Et puis aussi, bah, faites gaffe à l'impact des microplastiques. Hein. L'eau en bouteille, bah, tout ce qui est PET, etc., bah, faites attention. Hein. Les microplastiques, les produits chimiques, le bisphénol A, bah, ces choses-là vont avoir aussi une influence au niveau hormonal et tout. Et il faut vraiment faire attention à ça. Voilà. Donc, vous voyez que c'est très complexe. Et là, on arrive gentiment à la fin de ma présentation. Mais moi, je voudrais dire qu'à travers ce que j'ai pu amener en tant que nutritionniste, micronutritionniste, mais avec moi, je me considère plutôt comme un expert en santé holistique, quand même des résultats bluffants au niveau de l'amélioration. Et puis, moi, ça fait quand même quelques années, je dis toujours, j'ai pas une super génétique, ceux qui me connaissent savent un peu tout ce que j'ai déjà eu. Euh, eh bien, j'ai chaque fois réussi à trouver aussi des solutions pour bien fonctionner, mieux fonctionner et de plus avoir d'allergie. De temps en temps, il faudrait presque avoir un petit coup d'asthme pour se rendre compte que, waouh, ah ouais, ben non, mon gars, c'est génial d'être de nouveau comme ça, quoi. Voilà. Mais je peux que être compatissant pour ceux qui en souffrent. Et si on peut vous aider, si je peux vous aider, ce sera évidemment avec énormément de plaisir. Voilà, Arnaud, j'ai fini. Non, mais c'est super. Alors, on a déjà deux questions avant même d'avoir pu commencer cette partie question and answers, donc les Q&A, donc les questions-réponses. Donc, je vous laisse mettre, si vous le souhaitez, directement dans les commentaires les questions que vous avez. Comme ça, on va pouvoir y répondre directement. C'est vrai que quand on est sur des groupes comme ça, un petit peu plus importants que 10, 15 personnes, d'ouvrir à une discussion très large, ça devient compliqué, surtout pour pouvoir rester dans les temps et répondre à tout le monde ou au maximum possible. Ça, on a eu malheureusement par le passé aussi des mauvaises expériences. C'est pour ça qu'on veut pouvoir être le plus efficace et répondre au plus de questions possible. Mais ça reste tout à fait possible après de pouvoir continuer à échanger, à chatter. Et vous verrez, pour déjà une partie de nos clients qui avaient suivi la partie donc du jeûne intermittent et qui étaient partis sur le nouveau programme de jeûne intermittent. Certains de nos clients et par la suite petit à petit vont venir aussi le reste de nos clients. On a ouvert un chat sur WhatsApp qui permet d'échanger, toujours poser des questions. Donc on répondra de facto si vous avez des choses en plus à nous demander. Toutefois, première question pour toi, Olivier, j'en ai deux. La première de la part d'Esther concernant manger les œufs de caille cuits ou crus. Et la seconde question qui t'a été déjà posée, concernant avec les huiles, même bonnes, pas de risque d'augmenter le cholestérol, point d'interrogation de la part de Lisa. Première chose sur les fameux œufs de caille, contrairement aux œufs de poule où le blanc, on n'arrive pas à bien transformer la protéine du blanc sur le gobe, dans l'œuf de caille, vous pouvez le gober. Et moi qui n'ai jamais réussi à gober un œuf, ça me dégoûte un peu. Là, c'est un goût de dingue. Donc, des fois, je fais goûter à des clients quand ils sont à la maison, j'ai des œufs de caille, je dis, bah, tiens, allez, on va se faire un œuf de caille. Et ça a vraiment une texture assez cool, assez sympa. Après, on peut aussi les cuire. Hein. Moi, je fais, si le soir, bah, je suis seul, j'ai pas envie de me faire la cuisine, j'ai toujours du pain au levain, justement. Je vais me faire un peu soit du houmous ou de l'avocat, et puis je les cuis 3 minutes. Et puis, je les coupe comme ça, je les remets par-dessus. C'est super bon. Hein. Vous pouvez mettre, après, 2, 3 petites herbes, etc. La grande classe. Donc, vous pouvez les faire comme ça. Vous pouvez les faire, évidemment, aussi à la poêle, mais là, ça prend un peu plus de temps parce qu'il y a aussi des ciseaux exprès pour les ouvrir, hein, pour pas les casser. Voilà. Donc,
pas de problème. Et puis, contrairement à l'œuf, on peut en manger matin, midi et soir. Alors que les œufs, comme j'explique toujours, et ça me fait faire la passerelle par rapport au cholestérol, le jaune d'œuf, le matin et midi, c'est bien transformé, le soir moins, alors que dans les œufs de caille, on n'a pas du tout cette problématique. Voilà. Après, alors de nouveau, le fameux cholestérol, alors on pourrait faire un webinaire que là-dessus, hein, comme comprendre que le cholestérol, c'est une hormone anabolisante, hein, que si on diminue trop le cholestérol, ça amène énormément de problèmes de santé. Alors, pour les gens qui ont trop de cholestérol, souvent, il est héréditaire, hein, ce trop de cholestérol. Et c'est évident que, enfin, pas forcément, mais ce que je veux dire, c'est qu'en prenant des huiles comme ça, on aura un impact, tout comme d'ailleurs l'huile d'olive, sur le fameux HDL cholestérol qui est considéré comme le bon, sachant que c'est pas du bon et du mauvais, c'est un équilibre entre le HDL et le LDL cholestérol, mais ça veut dire qu'il n'y aura aucun problème, même le soir, de rajouter une bonne cuillère à soupe d'huile de caméline, par exemple. Super. Alors, moi, j'ai de la chance, il y a une réponse, une question auquel je vais pouvoir répondre par moi-même. Alors, de la part de Catherine Henry qui nous parle du skier. Alors, ça, c'est un sujet qu'on a pu énormément commenter lors d'un des précédents best-of aussi avec Olivier, et auquel je me suis intéressé, le skier. Alors, oui, c'est super intéressant, comme il le disait par rapport, Olivier, aux produits laitiers. On parlait des produits qui ne sont pas lactofermentés, c'est-à-dire que les yaourts, du moins certains yaourts, et les fromages, il y a une lactofermentation, du moins, il y a une action des bactéries qui se fait. Euh, le second point sur le skier, le super avantage qu'il a, c'est que c'est ultra protéiné. Donc ça, c'est un super avantage. Et le dernier point qu'on peut retrouver des fois du skier, c'est qu'on peut retrouver avec un très bon taux donc de protéines du skier. Il y a des skiers qui existent au lait de brebis. C'est pas commun, mais il faut savoir que quand j'ai fait des recherches, le skier à l'origine, du moins dans les pays nordiques, quand c'était fait à la base, c'était fait avec du lait de avec du non pas avec du lait de vache, mais principalement avec Kéfir, des laits, ouais, du ou de kéfir. brebis ou de, ouais, voilà. Et ça c'est intéressant. Donc pour dire, moi je trouve que c'est un très bon aliment et puis un très bon complément pour Mais par au rapport à niveau ça, santé au niveau justement, IAM. Arnaud, typiquement, moi, le lait, c'est clair que je ne supporte plus, mais si je bois du kéfir de lait, je peux te boire un demi-litre de kéfir de lait, j'ai aucun problème, parce que de nouveau, il y a la fermentation. Et c'est ça qui Voilà. est bluffant. Des fois, je me fais une petite prote parce que ça me fait plaisir, je vais rajouter des fruits rouges, je mets du kéfir de lait, j'ai aucun souci. Je mets du lait, c'est l'enfer. Et moi, je suis fan de cette marque. Phage, Fayet, euh, hyper onctueux, très très bon produit. Pour moi, dans le côté qualité, alors ça, celui-là, il contient quand même un peu de sucre, ça, ce serait mon yogourt des 4 heures, mais je veux dire, c'est vraiment cette marque-là, c'est à mon avis, dans les skiers, on ne peut pas faire beaucoup mieux que. Voilà. Suivante pour toi, Olivier, krill, zinc, magnésium, quelle quantité par jour? Ça, je ne sais pas. Parce que une fois de plus, du magnésium, on risque pas d'en avoir de toute façon trop. C'est quasiment pas possible, alors que du zinc peut-être. Mais de nouveau, est-ce qu'il faut se complémenter? Est-ce qu'une personne qui aurait une alimentation de qualité avec des produits non transformés n'aurait pas suffisamment de ça? Non. Quelqu'un qui fait beaucoup de sport, et c'est aussi pour ça que nous, on les met dans nos produits d'effort et de récupération, etc. On retrouve du magnésium, du zinc et tout, parce qu'on en consomme plus. Mais si quelqu'un va manger régulièrement, moi je suis aussi fan du chocolat noir, des oléagineux, des produits de qualité, des produits non transformés. De nouveau, dès le moment où vous avez une fermentation, vous allez avoir une absorption qui sera plutôt à pas de 30-40%, mais à 120% d'une absorption normale. Donc, ça va aussi jouer un rôle. C'est toujours lié à la digestion, à l'absorption, à la mastication. Donc, les apports journaliers recommandés ou tout ce qu'on entend, c'est comme un peu l'histoire des calories. Ça ne veut pas dire grand-chose. Ça ne veut pas dire grand-chose. Ok. Ensuite, on continue. Bon, il y en a beaucoup de questions ce soir. On va essayer d'aller vite. Cher Olivier, avez-vous un aliment miracle pour les yeux rouges et paupières irritées?
Une fois de plus, il y a cette question, en fait, c'est presque me dire que j'ai pas bien expliqué la chose pendant 45 minutes. C'est que ça va pas être, il n'y a pas de miracle. C'est marrant d'ailleurs parce que mon post de dimanche que j'ai déjà préparé, je parle justement de ça. Je dis, il n'y a justement pas de miracle. C'est une composante de toutes ces choses que j'ai expliquées qui vont permettre de plus avoir ce problème parce que les yeux rouges, quand tu commences à te frotter les yeux, c'est l'enfer, parce qu'une fois que tu as commencé, tu n'arrives plus à t'arrêter. C'est comme les éternuements. Moi, j'avais des éternuements jusqu'à 30 fois de suite. Les yeux, tu frottes et c'est mort. Et le lendemain, tu as des yeux, mais tu dis, le mec, il a fumé de la bœuf toute la nuit, qu'est-ce qu'il a fait? Tu vois, je veux dire, c'est un truc de dingue. Donc, donc j'ai pas de solution. Mais de nouveau, je compatis complètement sur ce problème-là. Après, ben, Puis, du faut moment que travailler. l'inflammation, elle est là, ce que je veux dire, C'est exactement ça. c'est Là, c'est presque, les techniques c'est de presque grand-mère. Faut utiliser des trucs comme ça pour décongestionner, diminuer l'inflammation. Exactement. question intéressante aussi, mais je pense que ça fait consensus. On peut donner du krill à des enfants de 11 ans. Bien sûr, Moi, je vois pas évidemment. de problème, hein. Non, non, c'est des On donne oméga 3, du c'est super coca bon. à des enfants de 5 ans. Je pense qu'on peut donner du krill à des enfants de 11 ans. Non, mais c'est vrai, c'est souvent la même chose avec du pain blanc. Tu vois, on va donner du pain blanc avec du Nutella à des gamins tout petits. Et ça, c'est normal. On va aller au McDo Ouais. avec eux parce qu'ils auront des jouets. Mais ça, voilà, bah oui, c'est pas grave. Mais par contre, c'est toujours des questions intéressantes ce que tu soulèves parce que là, ouais, mais le krill, alors est-ce qu'on peut donner? Bah oui, mais le krill, à la base, c'est une toute petite crevette hein, dont on a repris les bonnes graisses. Voilà. Ouais. Une autre question intéressante, et puis je pense que là, on pourra même donner une adresse. Tous les œufs de caille sont de bonne qualité, point d'interrogation, grande surface, point d'interrogation. Alors là, c'est génial parce que merci Arnaud de poser cette question parce que moi, j'ai un gars qui est incroyable, qui s'appelle Marc Plancherel, qui a à peu près 3000 cailles et qui livre tous les manors de Suisse. Et je crois aussi, il nous a dit quoi? Aussi peut-être les Denner, je sais plus, ou Wallis, je sais plus. Et c'est un mec passionné, alors ultra passionné de l'œuf de caille et comme il les nourrit, comme il s'en occupe, voilà. Et oui, en Suisse, vous pouvez trouver des œufs de caille qui sont vraiment, vraiment de grande, grande qualité. Bonne Ouais. qualité. Ouais, ouais, ouais. Donc, pensez, il y a Manor. Je sais qu'on en peut retrouver à la COP à la Migros. Je vais pas m'avancer sur la qualité. Je peux pas juger ni en bien ni en mal. Donc à Je Manor, ne c'est sais les pas. siens. Et puis sinon, vous tapez Marc Plancherel, Fribourg, et il livre directement à domicile, par Bon, c'est envoi encore postal. mieux. Donc, Ouais, Marc par envoi Plancherel postal. sur Ouais, Fribourg pour les œufs de ouais. caille. Normalement, sur Google, il n'y en Ouais, vous aura pas trouvez 10 000. direct. Non. Ouais. Ah. Il fait Que même pensez-vous du ouais, pardon. oui. Que Ouais, je pensez-vous disais, du plantain? il fait même visiter ça. Si les gens sont intéressés, vous pouvez même aller visiter son élevage. Moi, ça, c'est bon, ça, c'est bon art, ça. Sinon, que pensez-vous du plantain pour les allergies? Du, Du plantain pour les allergies. du plantage, que je ne connais pas. D'accord. Bon, on va pas C'est la banane plantain, s'avancer. mais je ne connais pas. Enfin, je ne connais pas tout, hein. En tout cas, pas. Combien d'œufs de caille par jour? Combien combiné œufs de caille est égal à un œuf? Point d'interrogation. Bah, tu parlais de 6 œufs tout Là, à l'heure, c'est ça par jour à peu près? les études diraient 5 à 6 œufs par jour. Ouais. Ouais. Tu me disais quoi? C'était 3 pour mon fils, c'est ça par jour? 3, 4 pour mon fils? Ouais, ouais, exactement. Ouais, pour un enfant, Ouais, pour un enfant. effectivement. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Truc, oui, c'est bon. Mais Ouais, après, c'est un pour peu les comme enfants, la spiruline. Sous 3 grammes, c'est plus très efficace. Donc, tu donnes un œuf, tu n'auras pas grand-chose. Moi, je pense que moi, j'irais sur un enfant 3 4 œufs, puis un adulte 5 6 œufs. Ouais. ouais. Ok. Prochaine allergie croisée, pollen aliments, comment les traiter par la micronutrition? Eh ben, on en a principalement beaucoup parlé au niveau de faire très attention donc à ce qui peut être lié aux facteurs de l'immunité. Je pense que ça, c'est un des points qui est, on pourra que prévenir et malheureusement avec la micronutrition, pas non plus forcément guérir. Il y a un truc qui est, et il parlait tout à l'heure des œufs de caille. Ça, c'est normalement, c'était un sujet avec BA Nutrition pour lesquels on aurait dû faire en fait au début de cette année, on aurait dû faire une étude. On avait travaillé en fait sur un protocole
pour inviter les gens pendant plus de 6 semaines à suivre, même plus, je crois, avec une prise Dis-moi. régulière et voir les résultats, parce qu'apparemment, les résultats sont extraordinaires. Donc, nous, on voulait vraiment presque l'acter, quoi. Donc, on voulait créer, en fait, et puis c'est vrai que c'est un peu tombé à cause, du timing. Oh, ça a été compliqué pour nous et Et la de période. la mise en place avec, Ouais. ouais. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on remettra en place. On Mais va, si on va tu cherches refaire. quelque On va chose, refaire. c'est teste par Mais, toi-même mais, les œufs de mais taille et puis après, voilà. allergie croisée ou pas, comme je l'ai dit, moi, j'avais 36 000 types d'allergies. C'était justement les poils, le pollen, l'asthme et, comme je l'ai dit, terrible, le vin blanc. Je buvais mais 3 gorgées de vin blanc, j'avais des migraines à me taper la tête par terre, un truc de dingue. Une fois, je n'ai pas vu qu'il y avait ça dans un repas d'un mariage qui était magnifique. J'ai dû rentrer d'urgence. J'ai plus rien de tout ça. Donc, en fait, une fois de plus, il faut envisager la guérison d'une manière globale, vraiment globale. Donc, on va avancer. Il y a vraiment beaucoup. Il y en avait une suivante. Je vais essayer de faire vite pour répondre. Est-ce que les légumes blanchis dans le vinaigre puis mis sous les légumes blanchis dans le vinaigre puis mis sous huile correspondent aux aliments lactofermentés? Non, La lactofermentation, non, non, c'est un processus. Tu trouves facilement ça sur Internet, des protocoles. En fait, c'est assez simple. Et, juste être patient. ouais, et puis voilà, il faut laisser le temps en fait, hein, que les bactéries fassent leur travail. Ensuite, les oméga 3 sont top, mais avez-vous déjà entendu parler d'une intolérance allergie aux oméga 3? Donc, moi, j'ai jamais entendu parler d'allergie aux Moi oméga non 3. plus. Toi, Olivier, non? Non plus. Non. Surtout en plus, si c'est un complément alimentaire, je pense qu'il y a quasiment aucun risque. Euh, donc voilà. T'as les gens, Quelques t'as minutes. des gens qui sont allergiques à certains crustacés, donc on va pas leur Ah donner oui. le Nutril, voilà. Mais, Ouais, mais on pourra leur donner autre chose. ouais. Ouais. Quelle question poser au boulanger pour trouver du pain de meilleure qualité? Alors moi, ce que j'ai retenu du podcast d'Olivier, qu'il avait fait avec Gerber Evis, hein, moi, ce que je peux dire pour trouver un meilleur, c'est certes un levain, un levain chef. Comme il nous a expliqué, ça sert à rien de partir en pensant que partir sur des souches de levain qui ont 50 ans, ça a une valeur. Il disait qu'au contraire, c'était pas forcément le cas. C'est pas ça qui donnait du moins de la qualité au levain. Donc, c'est de savoir premièrement savoir s'ils le font le levain. Et la deuxième, c'est la question de l'engrais. Donc, en fait, de savoir les sources de blé qu'ils vont utiliser, si des blés anciens ou ici partent sur des farines qui sont relativement industrielles. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième, auquel on fait pas attention parce que c'est marqué partout et qu'on se dit, ah, j'achète du pain levain, c'est un bon truc, c'est le temps de fermentation. Et ça, en fait, le temps de fermentation, ça fait tout. En fait, vous avez beaucoup de fermentation de 6 heures, 6-8 heures maximum sur du pain au levain. En fait, au final, c'est autant mettre en gros de la levure. C'est pareil, hein, ça sert à rien du tout. Donc, vraiment des levains qui sont au minimum de 24 heures pour avoir quand même un pain qui soit correct. Et puis après, vous pouvez pousser. Après, comme il expliquait en off, quand on l'avait rencontré, il disait faire attention. Si on laisse une maturation se faire, donc le pain, une levée qui est trop longue, le problème c'est qu'il va s'acidifier Acidifié. trop et Ouais. voilà. Et puis le goût va plus être top. Pour toi maintenant, celle-ci, Olivier, combien de capsules de spiruline par jour pour un enfant très sportif de 44 kilos? Là, moi, j'irais sur 3 grammes. Donc, ça fait 6. 3 grammes. Elles sont presque toujours à 0,5. Ouais. Ouais, OK. clairement. Juste sur le pain, aussi dire que attention, les gens se font avoir. Un jour, ma femme rentre, elle me dit j'ai trouvé du pain au levain à la coop. Oui, alors, vous pouvez mettre pain au levain, mais c'est pas le levain dont on parle. Donc là aussi, les industriels jouent sur les mots. Donc, s'il faut demander du pain au levain naturel, parce qu'un boulanger vous dit bah oui, au levain, il a levé. Non. Donc voilà, mais il faut pousser un petit peu plus la question quand même. De toute façon, déjà au poids, hein, si tu prends un pain normal, même taille, et puis un pain au levain, eh ben, tu auras 40% plus de poids. Donc ça change tout. Alors, il y avait une question sur l'eau encore. J'avais répondu un peu plus haut dans le chat. Je laisse regarder.
le protocole, c'est Hydrogéner l'ioniser, l'eau, voilà, ouais. voilà, hydrogéner l'eau. Donc après, il y a différents types qu'on peut utiliser Ouais. de filtration à voir en fonction des budgets et Bah, puis des c'est ça, intérêts. c'est ça. Et d'abord la filtrer et après la réhydrogéner. Et là, vous aurez une eau qui redevient, entre guillemets, vivante et qui transporte. Parce que l'objectif premier de l'eau, c'est de transporter. Et la plupart des eaux qu'on boit ne sont plus vivantes, donc elles ne transportent pas. Ouais. Ou très peu, très peu. Ensuite, prendre un peu de grains de pollen tous les jours en hiver ferait une désensibilisation naturelle. Qu'en pensez-vous? Alors, je suis pas allergologue, moi. Je peux te dire. Faut peut-être essayer, moi non plus. Vu que je travaille pas tellement sous cet angle-là, voilà, peut-être chez certaines personnes ça va marcher, d'autres pas. C'est là, comme j'ai dit, je suis pas allergologue non plus. C'est plutôt à travers justement ce qu'on peut faire au quotidien, comme bah, devoir respirer, manger, boire, qu'on arrive à des super résultats. Voilà. Mais là, je peux pas répondre. Après, et Isabelle nous a posé avant-dernière question. Pouvez-vous préciser un peu comment régénérer son cartilage lors d'arthrose? Merci. Moi, je vais répondre à ça avec deux trucs, comme il disait Olivier. Jus de curcuma et BN Move. Alors, je sais je vends les produits BN Nutrition, mais franchement, c'est ceux à qui j'ai conseillé à ma mère, à tout le monde, et jusqu'à maintenant, les résultats, ils sont excellents. Dans l'un, on est vraiment sur un super produit anti-inflammatoire avec le jus de curcuma. En plus, ça doit devenir une routine. Il faut pas prendre ça une fois de temps en temps et tout. Il faut que ce soit une routine. Et le BN Move, je pense que derrière, c'est un Ça, super produit. c'est un truc de fou. Moi, je peux le dire, j'ai les deux genoux avec, bah, je dirais, 25 ans, 6 heures par jour sur les terrains de tennis, les genoux détruits. Et je rejoue au tennis, je recours, j'ai plus de douleur. Donc, moi, je pense et je reste convaincu qu'on peut tout le temps améliorer tout dans son corps, aussi bien ses articulations, ses cellules. On peut tout Ouais, régénérer je jusqu'à un pense. certain stade. Après, on finira bien par claquer. Mais à un moment donné, je veux dire, je pense qu'on peut vraiment tout le temps agir. Et ça, c'est clair et net. Pour répondre à la dernière question avant de vous saluer, vous souhaiter une excellente soirée à toutes et tous. Question posée par Catherine. Un œuf égale combien euh, d'œufs de caille? Selon toi, Mais ça, Olivier. Moi, c'est je pas pense comme ça. 3-4. C'est pas comme, faut pas raisonner comme ça, Catherine. C'est pas le bon raisonnement. On n'est pas du tout sur la même qualité à tous les niveaux. Dans un œuf de caille, tu as 6 fois plus de phosphore que dans un œuf de poule, alors que l'œuf de caille pèse 9 grammes en moyenne et que l'œuf de poule pèse en moyenne 55 grammes. Donc, il y a tout qui est beaucoup plus concentré dans l'œuf de caille. Comme j'ai dit, c'est pas la même famille de ces volatiles. Donc, on n'est pas vraiment pas sur le même produit. Et ce que j'adore chez Marc Plancherel, c'est que lui, si vous commandez chez lui, il ne fait pas des marges de dingue. Et lui, il dit toujours, mais ça, c'est des produits qui devraient coûter moins cher. Alors, les œufs ont énormément augmenté ces derniers temps à cause de la grippe aviaire, de nouveau. Mais l'idée, c'est que tout le monde devrait pouvoir s'offrir des œufs de caille et manger des œufs de caille parce on est vraiment sur un œuf d'extrême qualité. Et elle pose la question, mais en termes de protéines, Oui. Ah à peu ben, près. alors de nouveau, ça c'est alors de nouveau très bonne question. Vu que l'œuf est plus petit, là on aura moins de protéines. Ça c'est certain. Voilà, on parle surtout de ce qu'il y a dans le jaune. Donc après, on peut aller aussi plus loin dans la protéine parce que c'est exactement comme lié au collagène s'il n'est pas hydrolysé. Par exemple, nous, dans nos boissons d'effort et de récupération, et Catherine, elle le sait parce qu'on en a longuement parlé dans une discussion qu'on a eue lors d'une consultation, la protéine, si elle est hydrolysée, elle va entrer beaucoup mieux dans la cellule. Donc, c'est toujours là que ça se joue et que c'est assez compliqué. Voilà. Donc, de nouveau, la qualité des produits, comment ils sont digérés, comment travaille le foie, comment travaille le microbiote, etc., etc. C'est avec quoi on les associe, voilà. Bon, alors, on arrive gentiment à 1h15. On a un tout petit peu dépassé, mais je pense que ça n'a gêné personne. Bilan, ça a été super.
On a eu jusqu'à 40 participants, donc un tout petit peu plus que ce qu'on Avantage, peut ouais. espérer. Ouais, exactement. Hein. On avait eu 70 inscrits. En général, on a toujours 50% qui sont, qui sont à l'apéro, on dirait, hein, qui sont occupés à faire autre chose. Par rapport au sondage, on est allé à fond. J'ai utilisé au fur et à mesure Olivier nous a parlé de plein de choses. Je vous ai balancé des petits sondages en plus qui n'étaient pas forcément prévus. Il y en a 5 qui ont été, ou 4, 5 qui ont été mis en plus. Un point qui était très intéressant, que je vous ai posé la question, c'était la phycocyanine, hein, dont il a parlé rapidement, Olivier. Je l'ai mis dedans, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, on a eu un client qui nous a contacté pour savoir nos concentrations, nous, de phycocyanine qu'on pouvait avoir, pour savoir si notre spirulina, nous, était bon. Donc, bien évidemment, j'ai dû faire la demande, remonter la demande par rapport au labo pour avoir les dernières analyses. En général, pour vous donner un ordre d'idée, chez BN Nutrition, nos lots, en général, ont entre 15 et 17. D'accord? Donc, au niveau de la mesure, la basse qualité, c'est entre 10 et 12. Entre 13 et 15, on est sur de la bonne qualité. 15-17, on est plutôt sur le haut du panier. Donc, il faut savoir que ce qui peut influencer énormément ce taux-là, c'est le type de séchage. Type de séchage et bien évidemment aussi la source. Ça peut aussi avoir et être un facteur derrière. Et c'est pour ça que j'avais posé la question parce que j'avais trouvé ça super intéressant et je me suis dit, si c'est des choses qu'on parle pas assez, peut-être qu'on devrait le mettre sur notre site, peut-être le détailler. Le problème qu'on a toujours avec ces données-là, c'est que on peut jamais garantir un lot exact puisqu'il peut y avoir un lot, ça va être à 15,5, d'autres à 15,7 ou à 16 ou à 16,5, etc. Donc c'est très des fois, c'est un peu variable. Donc, ça, c'était un des cas. Comme par exemple pour les omégas, ça peut être par exemple le cas aussi. Un autre facteur de mesure, mais on peut avoir aussi exactement la même chose. Et le dernier, c'était l'œuf de caille. Je l'avais posé. On en a parlé maintenant longuement. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, avant même qu'Olivier Mon en parle, c'est quelque chose qui était inconnu au bataillon. Moi, j'ai ma grand-mère qui élevait des cailles et qui en avait pas beaucoup, mais qui avait des cailles qui en avait. Puis moi, j'ai toujours trouvé ça un peu, pas ridicule, mais les tout petits œufs, qu'est-ce qu'on va faire avec ce machin? Voilà, quel est l'intérêt et l'utilité? Et en fait, c'est génial. On voit qu'en fait, voilà, il y a un sérieux intérêt, c'est super intéressant. Et on peut en faire une super utilisation. Surtout qu'aujourd'hui, au niveau pharma, on n'a pas vraiment de capacité de possibilité d'en utiliser le principe actif pour en faire quelque chose. Et comme ça intègre l'alimentation, c'est quelque chose qui peut être que bénéfique parce qu'on ne tire pas uniquement d'un principe actif unique, mais de tout ce qu'il peut apporter. On parlait de ses concentrations, mais aussi un petit peu des protéines qu'on peut retrouver dedans. Et c'est ça qui fait le jeu au final. C'est la question de l'alimentation qui doit jouer, qui doit faire partie d'un tout. Donc, on a eu beaucoup de questions ce soir. J'ai été super ravi d'avoir pu répondre, j'espère, à un maximum d'entre elles. Il y en a qui ont reposé plusieurs fois la question. C'est le jus de curcuma et le BN Move, M-O-V-E, que vous retrouvez sur BN Nutrition si vous le souhaitez. Donc voilà, donc ça vous pouvez le retrouver. Sachez que ce webinaire, comme une personne aussi l'a posé en question, il sera disponible, on va l'envoyer, d'accord, pour qu'il soit par la suite consulté ultérieurement à volonté. Comme ça, si vous voulez revenir sur certains points parce que vous avez vous-même des questions, n'hésitez pas, d'accord? Et sinon, je pense que c'est tout. Ben, moi, de mon côté, avant que Olivier vous salue, je vous salue. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Merci Arnaud. Et tu disais un truc marrant avec les petits œufs. Et comme disait Coluche, c'est pas ceux qui ont les plus grandes oreilles qui entendent forcément le mieux. Et rajoutait, et ça m'arrange bien. Et ce sera la petite formule rigolote pour vous remercier aussi vraiment de cette participation. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger, de partager, parce qu'une fois de plus, je vous le répète, j'ai pas la science infuse, j'ai pas la vérité. Euh, j'ai pas, j'ai pas hérité d'une super bonne santé, donc j'ai pu tester aussi plein de trucs et m'intéresser à tout ça, et puis après à l'essayer entre guillemets, le tester, le proposer à des milliers de personnes à travers toutes les personnes que j'ai pu voir. Et puis c'est l'idée aussi de ces webinaires, et puis d'aller chercher de manière globale, holistique, d'autres solutions. Et puis, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aussi venir me voir, venir sur ma machine multiscan et puis avoir quelque chose de plus personnalisé pour venir à bout de vraiment de ces allergies qui clairement pourrissent la vie de ceux qui les vivent. En tout cas, merci vraiment de votre participation.
Et puis, ouais, 40 sur 71. Non, on est bien, on est bien. Merci Arnaud, merci à Super. vous. Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, je vais aller manger une barquette de caille. Bon appétit. À bientôt, merci. Bye bye. Au revoir, Bonne bon appétit. soirée. Merci. Bonne soirée, au revoir. Bye.